Malcolm X, la dignité ou la mort. Le 21 février 1965, Malcolm X, l'une des figures les plus puissantes du mouvement noir, était assassiné aux États-Unis. Orateur de talent, doté d'un esprit brillant et intuitif, ainsi que d'une grande probité morale et intellectuelle, l'ex-leader de la « Nation of Islam » ne se contentait pas de discours incantatoires et à l'emporte-pièce. Son engagement sans relâche au service de sa communauté et des droits de l'homme en général reflétait la personnalité d'un homme courageux, construit sur de fortes convictions. Malcolm Little naît le 19 mai 1925 à Omaha, dans le Nebraska. Il est le 7e enfant de la famille. Son père est un pasteur baptiste déjà très engagé dans le mouvement de libération des Noirs. Il est influencé par le leader noir panafricaniste, Marcus Garvey, qui exhortait les Noirs américains à quitter les États-Unis et à retourner en Afrique. Le terreau est prêt, la graine est semée et il ne reste plus qu'à l'arroser avec le sang de son père, l'humiliation, la misère et le mépris, pour donner un chêne indestructible. Voilà pour le décor. Enfance et adolescence chaotique, les premières années de sa vie n'étaient pas faciles, pour ne pas dire difficiles. Son père est assassiné par une organisation suprémaciste blanche, proche du Ku Klux Klan, dans des conditions épouvantables. Il est poussé sous un tramway, son corps est coupé en deux. Sa mère, littéralement anéantie par la mort brutale de son mari, fait une dépression nerveuse quelques années plus tard, en 1939, et est internée dans un hôpital psychiatrique. Ses 8 enfants sont alors séparés et envoyés dans différents foyers d'accueil et orphelinats. Malcolm n'avait que 14 ans et était plutôt un excellent élève au lycée, avant de perdre son intérêt pour les études lorsqu'un de ses professeurs lui annonce à la face que ses ambitions de devenir avocat sont irréalistes et totalement illusoires pour un nègre. Ce professeur ne fait que le confirmer dans ses convictions, il quitte le lycée et passe quelque temps chez sa sœur à Boston où il survit, en effectuant de petits boulots à gauche et à droite, cireur de chaussures, plongeur dans un restaurant, livreur, homme de ménage, etc. Malcolm Little fait donc très jeune l'expérience de la haine des Blancs, des arrestations arbitraires, des humiliations quotidiennes, des ambitions contrariées et des insultes gratuites. Épuisé mentalement par le mépris de classe et de race qu'il subissait au quotidien, il décide alors de déménager à Harlem où il commence à commettre des petits délits, avant de sombrer dans de nombreux trafics, drogue, paris clandestins, vols, etc. En 1946, il repart pour Boston. Il est arrêté pour cambriolage avec effraction et port d'armes illégales. Il est alors condamné à 10 ans de prison ferme. La prison, à quelque chose malheur est bon. C'est le tournant de sa vie. En prison, il passe ses journées et des nuits entières à lire des œuvres littéraires, philosophiques, historiques et améliore sa formation, sa culture et son éducation. Il est devenu le spécialiste par excellence des œuvres monumentales des philosophes allemands Hegel et Kant. Par l'intermédiaire de son frère récemment converti à l'islam et membre de la Nation of Islam, Malcolm entend parler pour la première fois des Blacks musulmans et de leur leader Elijah Muhammad. À sa sortie de prison en 1952, après 6 années au lieu de 10 années initialement prévues, il rencontre Muhammad. Il se débarrasse de son ancien nom Little qu'il considère comme un nom d'esclave, le remplace par Vix qui correspond au nom africain perdu des Noirs d'Amérique et devient ministre du culte et porte-parole de la Nation of Islam. Malcolm, le porte-parole de la Nation of l'Islam. Orateur inimitable, au verbe indiscipliné et insolent, il utilise les journaux, la radio et la télévision pour propager le message de la « Nation of Islam » à travers les États-Unis. Son charisme, sa dialectique caustique, son sens de la provocation et de la rhétorique attirent de plus en plus de personnes. Il est en grande partie responsable du succès croissant du mouvement. La Nation of l'Islam est passée de 500 membres en 1952 à plus de 30 000 en 1963. L'audience et la polémique qu'il déclenche attirent les médias et un week-end spécial lui est consacré en 1959, ce qui marque son émergence comme un des leaders de la communauté noire, et lui fait prendre conscience que sa célébrité a éclipsé celle de son mentor, Elijah Muhammad. Les tensions raciales augmentent au début des années 60, et en plus des médias, Malcolm X attire l'attention du gouvernement américain et du FBI, qui infiltrent le mouvement pour en surveiller les activités. En 1963, il apprend que son guide spirituel, Elijah Muhammad, aurait eu 6 maîtresses au sein du mouvement et plusieurs enfants adultérins. Il en est profondément déçu et désabusé. Il se demande s'il n'a pas mené les masses noires vers un mouvement frauduleux et empreint de cupidité. Cependant, il est lui-même contesté au sein du mouvement et accusé de s'occuper plus de sa cote de popularité que de la cause qu'il doit défendre. Il
critique la marche de Washington en 1963 de Martin Luther King. Une marche qui le laisse très sceptique. Il ne comprend pas comment les Noirs sont enthousiasmés par une manifestation dirigée par des Blancs en face de la statue d'un président, le Lincoln Memorial, qui est mort depuis plus de 100 ans et qui n'appréciait pas spécialement les Noirs de son vivant. Les deux hommes s'apprécient et se respectent, mais pour Malcolm X, Martin Luther King ressemblerait à un homme frappé sur une joue et qui présenterait l'autre joue à qui on vole son manteau et qui donnerait sa tunique. Grand admirateur de Frantz Fanon et de Kwame Nkrumah, qu'il a rencontré à Accra, en 1959, Malcolm X est convaincu que, face à la violence, la non-violence de Gandhi et de Luther King ne serait qu'une fuite en avant et une esquive, car l'action violente finit toujours par nous rattraper. Ces déclarations ouvertement provocatrices à la suite de l'assassinat de Kennedy, considéré par la communauté noire américaine comme étant le président le moins raciste depuis l'existence des États-Unis, ont choqué beaucoup de ses soutiens. Il a déclaré que la violence de l'homme blanc a fini par se retourner contre lui et qu'on ne récolte que ce que l'on sème. Ces déclarations lui valent des critiques et il est suspendu de son poste de porte-parole de la Nation of Islam pendant 90 jours. Début 1964, il commence à travailler sur son autobiographie avec l'auteur de Racine, l'écrivain à succès, Alex Haley. Malcolm X et l'Afrique, en mars, il quitte le mouvement fondé par Elijah Muhammad et accomplit un pèlerinage à la Mecque. À la fin de son pèlerinage, sous le nom de Malik El-Shabazz, il se rend en Afrique où il est reçu avec les honneurs dus à un véritable chef d'État. Il voyage au Nigeria, le Maroc, le Sénégal, le Libéria, l'Algérie et le Ghana. Il y rencontre la plupart des chefs d'État et différents ambassadeurs, y compris les représentants de Cuba et l'Union soviétique. En Algérie, il y rencontre plusieurs dirigeants de mouvements indépendantistes exilés à Alger. Au Ghana, il a eu des entretiens avec le chef d'État et fondateur du mouvement du panafricanisme, Kwame Nkrumah. Le très influent Nkrumah l'incite alors à modérer ses propos, à tempérer son radicalisme et à rassembler au-delà de la Nation of Islam. Point de vue personnel de Malcolm X sur l'Afrique. Voici un extrait de la lettre que Malcolm X écrivit le lendemain de son arrivée à Accra, au Ghana. Je cite Malcolm X, « Je suis arrivé à Accra hier depuis Lagos, au Nigeria. La beauté naturelle et la richesse du Nigeria et de son peuple sont indescriptibles. Il y a plein d'Américains et d'autres Blancs qui sont bien conscients de ces richesses naturelles inexploitées. Les mêmes Blancs qui crachent au visage des Noirs en Amérique et qui jettent leurs chiens policiers sur nous pour nous empêcher de nous intégrer à eux, sont vus à travers l'Afrique, s'inclinant et grimaçant avec effort pour s'intégrer aux Africains. Ils veulent s'intégrer à la richesse et à la beauté de l'Afrique. C'est ironique. » Fin de l'extrait de la lettre. Quoi qu'il en soit, le Ghanéen Nkrumah et l'Algérien Ben Bella l'invitent au prochain sommet de l'Organisation de l'Unité africaine qui se tiendra au Caire. Dès le mois de juillet, Malcolm X repart pour un nouveau voyage en Afrique. Il participe notamment, en tant que représentant de l'Organisation de l'Unité afro-américaine à la deuxième réunion de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, qui se tient dans la capitale égyptienne, au Caire. Il y retrouve le panafricaniste Kwame Nkrumah et Ben Bella et discute longuement avec Nasser, le président égyptien. Malcolm X est alors sollicité à travailler dans leurs gouvernements respectifs et à collaborer avec eux. Ce que Malcolm X a décliné afin d'éviter de les mettre en porte-à-faux avec le gouvernement américain. Il est vrai que depuis la mort de Kennedy, Nkrumah, Nasser et Ben Bella n'avaient strictement rien à faire de ce que penserait l'administration américaine. Si Malcolm X voulait intégrer un des trois gouvernements, il serait le bienvenu, point à la ligne. Après tout, Frantz Fanon l'a fait, pourquoi pas Malcolm X ? Changement de paradigme. Désormais, Malcolm X replacera le combat des Noirs aux États-Unis dans le cadre plus vaste de la lutte de libération des peuples opprimés de l'Afrique et du tiers-monde. Il est passé d'un mouvement pour l'émancipation des Noirs américains à un mouvement politique avec ses ramifications à l'étranger. Il prône alors une vision internationaliste, se reconnaît dans la révolution cubaine, sous l'influence des présidents Kwame Nkrumah et Jamal Abdel Nasser, il crée des ponts entre l'Afrique et l'Amérique. Mais à mesure que ses connaissances religieuses et politiques s'affinent, il s'éloigne du mouvement de la Nation of Islam. La politique prônée par la secte n'est plus en adéquation avec ses stratégies politiques et sa foi.
Désormais, Malcolm X est considéré par Elijah Mohammed comme un rival sérieux qui a su rallier à la nation le champion de boxe, Cassius Clay, le futur Mohamed Ali, et qui a la sympathie de beaucoup de leaders politiques et révolutionnaires, non seulement africains, mais aussi asiatiques et sud-américains. Tentative d'ouverture de Malcolm X sur les autres. Malcolm X n'est plus convaincu par les discours qu'il a lui-même diffusés. Lui, qui a toujours prêché la violence contre la violence. Lui, qui a toujours prôné une séparation totale entre les deux races et qui l'amènera, en 1961, à chercher un accord avec la branche la plus radicale du Ku Klux Klan, en partant d'un raisonnement simple, puisque les deux groupes refusent de cohabiter, pourquoi ne pas se mettre d'accord sur des territoires séparés ? Le Ku Klux Klan et la Nation of Islam y trouveraient leur compte. Ce discours, depuis ses multiples déplacements en Afrique, n'est plus à l'ordre du jour. Malcolm X tente une unification avec tous les autres mouvements pour l'émancipation des Noirs, prônant l'assimilation et la non-violence. Des mouvements qu'il a qualifiés, il y a peu de temps, de « black bourgeoisie » et dont la figure la plus connue est Martin Luther King. Nkrumah, son nouveau mentor politique, lui aurait conseillé d'intégrer tous les Noirs, quelle que soit leur religion, leur bord politique, et d'y intégrer tous les Blancs de bonne volonté et opposés à la ségrégation raciale. De ce fait, il devient alors un élément très dangereux pour les États-Unis. Pour Washington, se rapprocher de Kwame Nkrumah, de Nasser et de Castro équivaut à un rapprochement avec l'Union soviétique de Khrouchtchev, avec la Chine communiste de Mao et les révolutionnaires cubains. Pour le gouvernement américain, c'en est fini des manifestations bon enfant et amicales des dimanches après-midi. Malcolm X cherche à internationaliser et à populariser son mouvement au-delà des minorités noires et hispaniques. Divergence entre Malcolm X et Elijah Mohammed. À son retour aux États-Unis, ses relations avec la Nation of Islam continuent à se dégrader et deviennent exécrables. Il ne comprenait pas l'attitude des dirigeants de la Nation de l'Islam qui se refermaient sur eux-mêmes et continuaient de refuser tout contact avec l'extérieur. Malcolm X soupçonne alors une collision entre les autorités américaines et quelques dirigeants de la Nation of Islam. Il savait que le mouvement est infiltré. Il savait aussi que certains ministres du culte de la Nation of Islam roulaient pour leurs intérêts particuliers. Il savait que beaucoup d'entre eux étaient prêts à se vendre ou à vendre leurs frères pour une poignée de dollars. Désormais, Malcolm X est dans le collimateur du FBI et de certains de ses ex-compagnons, et il est considéré comme homme à abattre. Assassiné lors d'un prêche, après plusieurs tentatives d'assassinat commises à son encontre, il ne se déplace plus sans garde du corps. Le 14 février 1965, un incendie criminel ravage sa maison mais ne fait aucune victime. Le 21 février 1965, alors que sa maison a été plastiquée, que les menaces de mort se font plus pressantes et imminentes, il choisit, au péril de sa vie, de maintenir son prêche malgré les avertissements de ses proches et de ses gardes du corps qui lui ont conseillé de ne pas y aller. On lui a même conseillé de se réfugier dans une grande capitale africaine. Mais non, pour Malcolm X, on rencontre souvent son destin par les chemins qu'on prend pour l'éviter. Et s'il devait mourir, alors il mourra. Louis Farrakhan dira, peu avant son assassinat, un tel homme est digne de mourir. Mohamed Ali dira à propos de Malcolm X, tourner le dos à Malcolm fut l'erreur que j'ai le plus regrettée dans ma vie. J'aurais aimé pouvoir lui dire que je suis désolé et qu'il avait raison sur plein de choses. Mais il a été tué avant que je puisse en avoir la chance. C'était un visionnaire bien au-dessus de nous tous. En tout cas, ces gardes du corps ne peuvent empêcher 3 membres de la nation de lui tirer dessus, alors qu'il est sur la tribune. Norman 3X Butler, Thomas 15X Johnson et Talma Jeye seront inculpés, mais la nation niera toute responsabilité. On accusera aussi le FBI, incarnation d'un gouvernement qui n'a jamais compris que les blacks musulmans ne cherchaient pas à détruire le système américain mais à en tirer profit. A-t-il été tué par ses frères? Ou les commanditaires étaient-ils bien plus puissants? Toujours est-il qu'il demeure, avec Martin Luther King, l'un des leaders noirs les plus importants de l'histoire contemporaine. Malcolm X n'aura jamais cessé de prôner la Black Pride, fierté noire, dans une vision toujours plus universelle. En 1959, lors d'un discours, il clamait, hier encore, l'Amérique était le nouveau monde, un monde avec un avenir. Mais nous avons soudainement compris que l'Afrique était le nouveau monde, un monde à l'avenir éclatant.